Ah, Hmm. Alors, c'est trop fort. C'est trop fort. Alors, c'est trop fort, c'est une expression qui nous est venue et qui caractérise bien, je crois, pour nous, euh, la situation que nous pouvons vivre à la fois individuellement et collectivement depuis bientôt un an en particulier dans la scène, on va dire, planétaire qui se dresse face à nous depuis un an. Quelque chose de waouh, waouh, c'est juste complètement dingue là ce qui se passe. Et, euh, et à la fois collectivement, on peut-être réalise qu'il y a quelque chose de vraiment très fort qui se passe là sur cette planète. Et à la fois individuellement, ça peut venir nous toucher, nous rencontrer dans des choses un peu difficiles à contacter, des émotions, des sensations, ou voilà, que ce soit l'isolement ou les heures devant l'écran, ou le fait de ne pas pouvoir travailler, ou tout un tas de circonstances qui font que c'est un peu fort. Et ça peut être aussi un euphémisme, c'est trop fort. Et voilà le sujet qu'on va explorer ce soir, la question de l'intensité parfois de ce qui nous arrive de dehors, mais aussi de dedans, et qui nous amène à réagir de façon différentes, mais avec des patterns, des façons de réagir bien spécifiques et qui parlent de notre histoire personnelle, mais aussi de comment nous sommes câblés à l'intérieur. Et nous allons revenir là-dessus. hmm. Donc, peut-être, on se disait tout à l'heure avec Nicolas que si on avait proposé ce webinaire il y a un peu plus d'un an, ben, peut-être que certains d'entre vous, ça vous aurait pas du tout parlé, cette idée que ça puisse être trop fort. Parce que pour nombre d'entre nous, euh, ben, jusqu'avant cette crise, la vie se déroulait plus ou moins de façon, on va mettre des gros guillemets, normale ou avec bon, ces petites vicissitudes, les moments compliqués, les crises, etc. Mais voilà, on arrivait plus ou moins à surfer dans les situations. Et sauf que bah, depuis effectivement toute cette crise que nous traversons sur un plan collectif et aussi individuel, ça fait qu'on peut se retrouver beaucoup plus qu'avant dans des états pas possibles. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas vos visages comme pour sentir, mais je ne sais pas si vous vous sentez concerné par ça, mais ça, comme exemple, ça peut aller par exemple par des montagnes russes émotionnelles, vous savez, le truc genre, je suis au fond du gouffre, genre, rien ne va, c'est la fin du monde, et puis, poum, avoir une espèce de montée, sentir que tous les possibles sont là et que tout est possible et que c'est la grande joie ou sinon passer voilà, de la colère à la tristesse, voilà, ces fameuses montagnes émotionnelles ou alors être dans une espèce d'état eh bien comme électrique, que la moindre chose fait que zzz, on surréagit à la moindre chose, en fait, en forme d'hypervigilance qui peut aussi affecter le sommeil, qui fait que on peut passer des longues nuits à se réveiller 15, 20, 30 fois ou avoir des longues insomnies ou avoir super du mal à s'endormir ou alors avoir le fameux ruminator qui s'active et là, c'est les idées qui tournent en boucle encore et encore et encore et encore et qui font que, voilà, il y a une espèce de sensation sous-jacente comme entre mal-être, Angoisse. voilà, angoisse, qui peut par moments avoir des pics comme des crises d'angoisse, des crises de colère, etc. Et un espèce d'état un peu latent, pas agréable, qui devient, pour beaucoup d'entre nous, avec cette crise, comme plus palpable et perceptible. Et du coup, bah, ça questionne et ça fait se dire, mais c'est quoi qui m'arrive en fait? Est-ce que, genre, parce que souvent, quand on se met à réfléchir, ça c'est quelque chose qu'en tant qu'accompagnant, nous entendons très souvent, Nicolas et moi, c'est, mais pourtant, j'ai tout pour être heureux, ou j'ai tout pour être heureuse. Et quand effectivement on s'assied et on réfléchit à la situation, on se dit, bon, bah, effectivement, j'ai plus ou moins les conditions de base réunies, etc. Je n'aurais pas à vivre tout ce que je vis. Et pourtant, Et il y en a qui vivent pire. Moi, je suis quand même bien loti. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre. Et du coup, comme rationaliser
sur notre expérience vécue et du coup comme l'illégitimer en fait que l'expérience intense qui est vécue d'un coup soit comme relativisée artificiellement par une forme de rationalisation qui fait que bah, ça fait vivre en plus de ces angoisses ou de ces montagnes russes bah, de la culpabilité ou de la confusion ou une sorte de perte de repère par rapport à sur quoi ça s'appuie réellement, en fin de compte, cette angoisse, cette colère, cette irritation, ce trop-plein? Et nous, au cours du confinement du printemps, en fait, à un moment donné, on s'est demandé si, collectivement, au cours de ce confinement, on n'était pas finalement, du fait de la soudaineté de ces mesures, de ce virus qui débarque et puis qui fait qu'on est tous confinés, assignés à domicile, le fait qu'il y ait ces mesures d'un coup draconiennes qu'on n'a pas vu venir vraiment, si on n'avait pas été soumis et si on n'était pas soumis à finalement un traumatisme collectif, un figement qui fait qu'on est comme ça dans l'impossibilité de réagir, de penser vraiment proprement et qui nous empêchait finalement de passer effectivement à une action rationnelle, mesurée, centrée et qui au contraire nous amenait à passer d'un état à un autre en essayant de chercher des solutions, chercher de l'information ou vivre ces montagnes russes émotionnelles. Et c'est vraiment cette thématique du traumatisme collectif en l'occurrence, que soit nous avons vécu effectivement pendant le confinement, soit, pour beaucoup, qui plutôt s'est réveillé en fait des anciens traumatismes du passé, dont les conditions, actuelles au printemps ont fait, réémerger le goût en fin de compte à la surface. Et ça, c'est une thématique qui nous a beaucoup occupés, pendant le printemps, sur laquelle on a beaucoup réfléchi. On va vous parler de ça, notamment ce soir. Hmm. Et alors, euh, peut-être que ça serait intéressant juste qu'on s'arrête 30 secondes là, ou un peu moins, mais pour que vous vérifiez comment est-ce que vous avez reçu ce que Nicolas vient de vous dire à l'instant et comment vous avez reçu ce mot traumatisme. Est-ce que quand on utilise ce mot, est-ce que vous observez qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de vous quand vous pensez à ce mot traumatisme? Et ça, c'est une vraie question parce que c'est pas un mot anodin, c'est un mot qui est très connoté. Hum, Parce que déjà, sur un plan collectif, ce qu'on met derrière et par la charge que les traumatismes portent en eux-mêmes, c'est très important tout d'abord comme de s'interroger, tiens, ce mot traumatisme, qu'est-ce que ça me fait de l'entendre? Est-ce que ça me fait quelque chose ou est-ce que, bon, traumatisme, non, rien du tout? Ou même, je vois pas de quoi ils parlent, pourquoi ils parlent de traumatisme, ces deux-là, c'est quoi leur histoire? Il peut y avoir ça comme réaction, ou il peut y avoir quelque chose qui peut se crisper potentiellement. Et c'est normal, en fait, si jamais c'est le cas, sachez que c'est normal et que c'est important juste de prendre en considération, se rendre compte que ce mot-là n'est pas un mot anodin. Mmh. Donc, qu'est-ce qu'on met nous derrière qu'un traumatisme, c'est un événement qui a pu arriver dans notre histoire ou qui peut nous arriver dans le présent d'ailleurs, qui est d'une violence rare. Donc, typiquement, on peut penser qu'un traumatisme, c'est quelqu'un qui a vécu la guerre ou la torture ou un abus sexuel ou le décès d'un de ses parents en étant enfant. Donc ça, c'est typiquement des exemples qu'on peut donner ou que les gens peuvent donner quand on leur parle de traumatisme. Et effectivement, dans la façon dont nous abordons ce thème, et ce terme, pardon, il y a effectivement cette dimension-là. Ces événements qui sont tellement violents, tellement intenses, que quand ils arrivent dans nos vies, cela crée une intensité telle que c'est insupportable et ça génère une coupure à l'intérieur de nous. Une coupure d'avec nous-mêmes, d'avec notre essence, pour pouvoir nous permettre de faire face à cet événement ou à ce qui a été vécu de manière qui est trop intense pour notre système nerveux, tout simplement pour qu'il puisse l'encaisser et pour qu'il puisse le digérer et l'intégrer. Donc, traumatisme en soi, c'est une forme de blessure ou c'est une coupure, en fait, qui arrive. Donc, effectivement, le traumatisme, dans notre manière de le voir, recouvre ces événements violents, terribles.
mais aussi ça recouvre toute une série de choses, entre guillemets, que nous pouvons vivre de manière beaucoup plus anodine. Donc, si tu veux Mm. en parler peut-être. Oui, oui, effectivement. Donc, il y a tout ce qui nous est arrivé d'intense, comme vient de le dire Carole, mais il y a aussi ce qui a pu ne pas nous arriver, ce qui a pu nous manquer terriblement. Par exemple, dans notre toute petite enfance, si nous avons terriblement manqué d'affection, de contact, de toucher, de réassurance, de sécurité, d'amour, en fin de compte, ça va aussi générer la mécanique traumatique qu'on va vous expliquer davantage dans quelques minutes. Et ces événements, en fait, ce sont des non-événements, en fin de compte. Le fait d'avoir, par exemple, une terreur nocturne en tant que petit bébé, juste parce qu'on est tout seul, on a passé 9 mois dans le ventre de notre maman, et puis au bout de quelques jours ou quelques semaines, on se retrouve tout seul dans notre chambre, tellement vaste, alors qu'on était dans un espace tout confiné, tout chaud. Eh bien, d'un coup, c'est l'angoisse, en fait, c'est l'angoisse, on est tout seul, et on a juste besoin d'être pris dans les bras, rassuré, sentir le champ magnétique, le champ d'amour de la présence de nos parents, et on n'a pas ça éventuellement. Et si ça se reproduit, dès la première fois, ça peut être déjà une source traumatique, donc là, ça serait comme un événement. Mais en fait, ce manque de réassurance répétée, une fois, 2 fois, 5 fois, 10 fois, eh bien, lui peut aussi engrammer petit à petit, en fin de compte, quelque part, ce manque, cet enregistrement de ah, en fait, je suis pas en sécurité tout seul, je manque en fait de sécurité. C'est terrible et il faut que je me coupe de cette demande que je fais sans arrêt en pleurant, en fin de compte, en allant chercher, en faisant appel, en fin de compte, à cette ressource. Je n'ai pas ça, en fait, je vais pas avoir ça, visiblement, je comprends, mon système nerveux comprend que ça sert à rien, en fin de compte, de continuer d'être ouvert et d'appeler, et ça fait encore plus souffrir, en fin de compte, d'être dans cette demande. Et je vais, en fait, couper le circuit, en fin de compte, de demande, parce que je réalise que ben non, je ne vais pas avoir cette réassurance et cette sécurité. Et en me coupant, en fin de compte, je vais mettre en place, mettre en action, en fin de compte, le scénario traumatique. Et on peut se demander, bon, ben, c'est qu'est-ce que ça a à faire avec le fait que j'ai des montagnes russes émotionnelles aujourd'hui ou avec le fait que c'est vachement difficile à vivre ce confinement ou toute cette crise? C'est quoi le rapport en fait? C'est une très bonne question. Et nous nous la sommes posée précisément. Et là, à voir avec le fait que nous croyons précisément que le traumatisme, souvent, ce sont des choses qui nous sont arrivées dans le passé. Bon, ben, tout ça, ce qu'on se dit souvent, c'est oh, tout ça, ça reste dans le passé, et puis on va de l'avant et la vie continue son cours. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme ça. Et ça vient toucher vraiment la définition que nous, on donne au traumatisme, qui est que c'est un processus qui se vit dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire que la coupure qu'on a vécue dans le passé, quand on était enfant ou quand on a vécu cet événement très difficile, ça a créé une coupure à ce moment-là, mais la partie de nous qui a vécu cette coupure et qui s'est coupée du reste de nous est restée coincée dans le passé avec les moyens du bord du passé et rester avec toute la charge et toute la souffrance du passé. Et donc, nous, on se trimballe dans la vie avec des tonnes, beaucoup en tout cas, de traumatismes, avec plein de sous-parties de nous qui ont encaissé tous ces chocs et qui sont chacun avec leur propre charge émotionnelle, chacun avec les moyens du bord de quand j'avais 2 ans, quand j'avais 4 ans. Sauf que les moyens du bord que j'avais moi en tant qu'être humain quand j'avais 2 ans, c'est pas du tout les mêmes que j'ai moi en tant que Carole de 41 ans. Sauf que c'est la petite Carole de quand j'avais 2 ans qui est restée coincée avec les moyens du bord, qui, dans le présent, aujourd'hui, quand il y a une situation similaire dans le goût, dans l'énergie, dans quelque chose qui va déclencher ou rappeler le souvenir de ce qui s'est passé à l'époque, c'est cette petite Carole qui va venir, vous, dans le présent, et qui va me faire interagir avec le monde et avec moi-même. Donc, imaginez ce que ça donne, une Carole de 2 ans, là, qui est dans une situation qui lui rappelle quelque chose qu'elle a vécu quand elle était petite, quand elle avait 2 ans. Ben, ça donne une réaction qui est, on va dire, pas très, très adaptée. Et pourtant, c'est ce qu'on fait tout le temps.
en fait. C'est ce qui s'appelle la mécanique projective. Hmm. Effectivement, on est sans arrêt dans ce qu'on croit être le présent, en train de remettre en scène dans le grand théâtre, dans notre théâtre de vie, des situations du passé. Et l'idée, c'est que c'est pas pour nous emmerder, en fin de compte, que ces situations elles se remettent en scène. L'idée, c'est que notre système, l'intelligence de la vie en nous, est sans arrêt en train de chercher à intégrer toutes ces petites parts de nous, ces petits Nicolas ou ces petites Carole ou ces petites Colette ou Marie-Laure qui sont isolées ici et là à l'intérieur de nous. On essaie de réintégrer toutes ces parts pour quelque part devenir entier et retrouver une forme d'intégrité. Sauf que au moment où on revit une situation dans le présent, voilà, quelqu'un nous parle d'une certaine façon avec un certain ton dans la voix, l'intonation de la voix vient réveiller le moment où on s'est senti pas respecté, pas entendu, pas pris en compte à tel âge dans notre passé, qui elle-même faisait référence à une situation encore plus ancienne où on s'est senti carrément abandonné ou rejeté. Et là, il y a toute la charge et l'ensemble des événements qui se sont reproduits, parce que comme ça se reproduit sans arrêt, ben, il y a toutes ces charges cumulées qui s'additionnent. Et donc, du coup, toute cette charge du passé qui revient au présent dans le but que nous l'intégrions, c'est-à-dire, très concrètement, que nous soyons dans un accueil inconditionnel de cette émotion, de cette peur, de cette angoisse, de cette terreur. C'est ça l'invitation de la vie. Mais au moment où on contacte cette peur, cette terreur, nous, ce qu'on a appris quand on avait 2 mois, 2 ans, 4 ans, 12 ans, c'est précisément de nous couper de ça parce que c'était trop fort. Cette histoire de trop fort. Quand c'est trop fort, j'ai appris à me couper pour survivre parce que c'est juste ingérable. C'est trop pour mon système nerveux, c'est trop pour mon psychisme en fait, pour la conscience que je suis. C'est trop en fait. Du coup, cette solution qui nous a permis de survivre dans le passé, qui a été du coup sélectionnée par l'intelligence de la vie en nous, eh bien, c'est ce qu'on va mettre en pratique sans arrêt. À chaque fois qu'il y a un ressenti désagréable qui a telle ou telle tonalité, ça vient faire résonner les événements du passé qui sont sur la même fréquence, sur la même tonalité, sur le même type de conflit ou de charge émotionnelle. Il y a tout le bagage, tout le paquet qui arrive à la surface de la conscience. Et au moment où ça arrive à la conscience, ou des fois c'est même avant même d'être conscient, au moment où en tout cas ça remonte, eh bien il y a les mécaniques automatiques de coupure, donc par différentes stratégies, on va en parler un petit peu plus, qui se mettent en place. Et au moment où on fait ça, on est juste en train de remettre le paquet sous le tapis. Et en même temps, c'est l'intelligence de la vie qui s'est mise en place et qui continue de fonctionner comme ça. Sauf que là, on n'est pas du tout dans le présent. Quand on est en train de faire ça, ça se passe, entre guillemets, au présent, ça se passe aujourd'hui quand on vit ça. Mais vu qu'on n'a pas du tout amené de la présence et de la conscience présente à ce moment-là, parce que c'était pas possible, on n'a pas réussi à amener suffisamment de ressources, suffisamment de présence à ce moment-là, eh bien, c'est la mécanique automatique du passé, inconsciente, qui se met en place. Et ça, c'est ce qu'on revit sans arrêt, encore et encore au quotidien. En fait, c'est ça le drame humain, c'est que on est sans arrêt en train de répéter les mêmes scénarios, que en les refoulant dans l'instant, en étant dans la coupure, eh bien, on reprojette dans le futur de façon, non pas à s'emmerder la vie, comme je disais tout à l'heure, mais simplement, bah, on n'a pas réussi cette fois-ci, bon, bah, on se le reprogramme pour la prochaine fois, quoi. On arrivera peut-être à l'intégrer plus tard. Et du coup, notre futur va ressembler à notre présent, qui lui-même ressemble à notre passé. Et en fait, on passe notre vie à quelque part marcher un peu à côté de nous-mêmes. Et il y a quand même une dimension qu'il est très important de comprendre dans toute cette mécanique. Euh, c'est que tous ces processus se passent de manière inconsciente. C'est-à-dire que, évidemment, qu'on ne choisit pas de se couper, évidemment qu'on ne choisit pas de répéter encore et encore la même situation, évidemment qu'on ne choisit pas de tomber malade, évidemment qu'on ne choisit pas de rencontrer la même personne qui va me faire vivre encore et encore la même trahison, la même souffrance, même si ce n'est pas exactement la même, parce que c'est ça qui est vraiment incroyable avec la vie, c'est que il y a, on a des visages différents, on a des contextes un peu différents, donc on se dit, oh,
c'est pas exactement la même chose. Là, ça va être différent. Mais bon, in fine, si on se raccroche au ressenti qu'on vit dans chacune de ces situations, bah, on trouve un fil conducteur justement de la même tonalité, comme de la même résonance, comme disait Nicolas tout à l'heure. Et donc, c'est vraiment très important de savoir que ici, il s'agit de mécanique inconsciente, en fait. Et il a tout le problème. C'est que tout ça, ça se passe comme si, comme disait Nicolas, on est un petit peu à côté de notre vie, un petit peu à côté de notre pompe. Et du coup, ça se passe en mode pilote automatique tant qu'il n'y a pas tout un moment où arrive la conscience qui regarde tout ça et qui fait que les choses puissent prendre une autre tournure et qu'ils puissent prendre un autre chemin. Et là, c'est effectivement, comme disait Nicolas, à chaque fois qu'on a une situation difficile, on a l'invitation, de nouveau, l'opportunité de, dans le présent, ici et maintenant, pouvoir guérir notre passé. Et c'est là où on a une chance de dingue parce qu'on vit cette crise complètement délirante, multidimensionnelle, multiniveau qui fait que beaucoup d'entre nous, nous y compris, on est facilement et beaucoup plus déclenchable. Quand on dit déclencher, c'est précisément ces boutons qui s'appuient en ramenant les histoires du passé. Donc là, tous les jours, on a plein d'opportunités pour mettre de la conscience et précisément faire que c'est trop fort qui fait qu'on est submergé, qu'on est en mode pilote automatique et en mode réactionnel, puisse changer. Mhm. Et oui, et on pourrait voir d'un mauvais œil le fait que la vie nous resserve toujours le même plat avec différentes sauces et que ce soit encore la même chose. Et on peut en avoir marre en fait de ça et dire oh, j'en ai marre de souffrir, je veux plus ça, c'est fini. Mais on peut aussi le voir comme à chaque fois comme une opportunité de dire en fait il n'y a pas de, quelque part, de punition, cette notion de punition qu'on peut avoir tendance à concevoir, parce que quand on était petit, on était puni quand on avait mal fait, soi-disant, quelque chose. On peut se dire, ah, la vie me punit. Non, la vie ne me punit pas. La vie n'a pas, quelque part, de jugement. Elle est juste en train de me servir de manière, quelque part, neutre, euh, quelque chose du passé qu'elle me propose là d'intégrer dans le présent. Et en fait, ça, c'est une vraie opportunité parce que dans le présent, on est toujours frais, en quelque sorte. Oui, il y a les mécanismes du passé, de coupure qu'on a sélectionnés, et quelque part, c'est eux qui nous ont sauvé la vie. Ils continuent de nous sauver la peau en nous faisant ne pas ressentir trop de souffrance, comme ça pourrait l'être. Donc, bon, tout ça est là, en fin de compte, rien de nouveau sous le soleil. Mais simplement, il y a aussi cette opportunité, précisément dans le présent, par la présence, c'est-à-dire cette conscience incarnée dans un corps, dans une présence physique, dans une présence au cœur, à mes ressentis. Il y a cette opportunité à chaque instant, et c'est véritablement à chaque instant, tout le temps, que nous pouvons quelque part faire une respiration en conscience. Respirer en conscience. Peut-être la dernière fois qu'il m'est arrivé la même chose, je suis parti au quart de tour et là, je vais avoir un inspire en plus, et puis je vais couper une seconde après. Bon, mais il y aurait eu cette prise de conscience que je ressens ça. Et puis la fois d'après, ce sera ce soir, ce sera cet après-midi ou demain, et bien peut-être je vais faire une inspiration, et puis, ah, je vais avoir aussi une idée de quelque chose que je pourrais faire autrement. Et puis je vais recouper. Et puis, dans 2 heures, de nouveau, je vais avoir une opportunité de nouveau être confronté à l'irritation, à l'angoisse, etc. Et là, cette fois-ci, ah, ben, je vais prendre conscience qu'il se passe ça, et puis je vais peut-être souffler. Bon, voilà quelques exemples de comment est-ce que, en fait, chaque jour, je vais pouvoir, si j'emprunte, en fin de compte, la voie, non pas de la coupure, mais la voie de la présence, la voie de la conscience, eh bien, je vais pouvoir transformer les choses. Et en empruntant cette deuxième voie, en quelque sorte, il y a la voie des scénarios automatiques, puis il y a la voie de la conscience présente, eh bien, je vais pouvoir petit à petit intégrer ces charges et du coup me libérer de ce trop-plein, de cette submersion qui fait que bah, automatiquement j'ai tendance à couper. Ouais. Et alors, peut-être que vous entendez tout ça et vous vous dites, ouais, mais genre, quand moi je vais pas bien, genre, je vais pas bien, donc il n'y a pas de la place pour ça. Je n'ai même pas la place pour respirer. J'ai même pas la place pour m'arrêter. J'ai juste envie de tuer quelqu'un quand ça m'arrive. Moi, je parle d'expérience propre, n'est-il pas? Et donc, là vient une vraie question.
la question qui a été aussi le fruit de nos recherches avec Nicolas pendant de nombreux mois, c'était de voir qu'effectivement, même si peut-être que tout ce qu'on est en train de vous raconter, vous le saviez déjà, l'histoire que c'est important de respirer, d'avoir la présence. Ouais, ça, on le sait parfois déjà. C'est très beau. Mais quand on est genre comme ça, ou qu'on est dans la montagne russe émotionnelle, ou qu'on sent qu'on va tuer quelqu'un, c'est genre pas disponible. Pas, même la respiration, c'est juste même me parlez pas de respiration, quoi. Il y a une espèce de truc comme ça. Et ce qu'il est vraiment très important de comprendre, c'est que là, quand on vit des situations comme ça, ou même quand on vit des situations de coupure, parce que ça, on n'en a pas trop parlé, mais ça, c'est comme l'autre extrême. C'est-à-dire qu'on peut être comme submergé par ce qu'on vit et ça fait ouh, et je sais l'émotion, le machin, le truc électrique. Et on peut aussi passer en mode c'est trop fort. Et du coup, ce qui va se passer à l'intérieur, encore une fois, de manière totalement inconsciente, c'est qu'on va disjoncter comme dans le système électrique, là, il y a un petit truc disjoncteur qui saute, qui empêche que tout le truc il saute en fait. Et donc, il va y avoir une partie de nous qui va faire que soudain, on va se trouver comme azimuté. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre, on vous parle et vous comprenez même pas ce qu'on vous dit, quoi. Ça fait genre, hein. Et puis vous êtes un peu comme ça, hein. Bon. Et ça, c'est une autre façon, en fait, de réagir quand c'est beaucoup trop fort, en fait. Donc, que ce soit quand on est en mode comme ça, genre désespérance, ou que vous soyez en mode électrique, quand on est dans ces espaces-là, c'est très difficile de justement se connecter à la présence, à la respiration et tout ça. Et ça, c'est vraiment parfaitement normal. Pourquoi? Parce que là, c'est vraiment une histoire mécanique corporelle, entre autres, mais aussi corporelle. C'est-à-dire que notre système nerveux, quand il est en mode comme ça, il est inondé d'hormones qui sont en train de se préparer pour attaquer ou pour fuir. Ce sont nos réponses animales vraiment qu'on partage avec les reptiles et les mammifères, qui sont les réponses genre face à un stress ou un danger qui peut-être n'est pas réel tout de suite, mais qui nous rappelle le danger du passé. Notre corps se prépare pour fuir ou pour attaquer. Ou sinon, s'il sent qu'il ne peut pas fuir ou attaquer, il va collapser. Et du coup, il va rester en mode comme ça, amorphe. Et donc, si on est dans ce genre de réponse, toute notre physiologie est vraiment designée à ce moment-là pour être soit en mode survie, attaque-fuite, soit en mode comme ça, on perd toute l'énergie. Et c'est difficile depuis ces endroits-là de se connecter à un espace de présence. Donc, nous avons, avec Nicolas Souchal, écrit un livre trop génial que vous avez peut-être déjà vu passer, dont le titre est le même que celui de la conférence, qui vous voyez peut-être en l'envers, mais ça s'appelle C'est trop fort, comme le titre de cette conférence est magnifique. Et dans ce livre, entre autres choses, on vient expliquer combien il est important de prendre soin de ce système nerveux, notamment quand il est en mode surcharge, que ce soit par le collapsage ou par le surexcitation. Parce que tant qu'on n'a pas créé de la place à l'intérieur de nous pour que ce système nerveux puisse se détendre, tant qu'on n'a pas fait ça, ça va être très compliqué d'être dans une forme d'accueil, d'une forme de distance, pour prendre soin de ce que la vie est en train de nous proposer comme opportunité pour prendre soin. Donc, il est vraiment tellement important que vous puissiez comme entendre que déjà d'une part, ce que vous vivez comme réaction, vous ne les contrôlez pas, c'est pas de votre faute en fait. C'est parfaitement normal et on est tous en train de les vivre à un degré plus ou moins élevé. Mais aussi, tant que votre système nerveux est en mode c'est trop fort, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Donc, même pas la peine de se culpabiliser, de se trouver complètement naze, de pas arriver à faire le yoga, le machin, le bidule, le machin, d'autres trucs. Parce que depuis ce temps-là, c'est pas possible. Il y a besoin de créer de la ressource. Et oui, et créer de la ressource, justement, c'est vraiment l'essence de ce qu'on a voulu faire en écrivant ce livre. Il y a plusieurs types de ressources et c'est parce que je vais accéder à de la ressource que je vais pouvoir, dans un second temps, quelque part dans un cercle vertueux, eh bien, être capable de mobiliser ces ressources pour pouvoir faire face aux situations. Et dans notre livre et dans les accompagnements qu'on propose, l'idée, c'est qu'il y a des ressources qu'on va pouvoir mettre en place
des exercices que l'on va pouvoir pratiquer dans ces moments très intenses où justement on est, comme dit Carole, très activé avec les émotions ou le système nerveux qui est plus activé, ou alors quand on a complètement coupé. Donc ces moments de ce qu'on appelle activés, d'activation, il y a des exercices particuliers qui vont nous permettre à ce moment-là juste de revenir en présence. Simplement de ressentir de nouveau notre corps. Et c'est pas la volonté, c'est pas en disant bon, là je vais respirer, là je vais prendre du temps pour moi. C'est pas vraiment ça. C'est avec des pratiques très particulières, comme celle qui nous est favorite, Carole, celle, par exemple, que j'ai dû pratiquer tout à l'heure. Rappelle-toi quand j'étais très activé tout à l'heure. On a passé une après-midi tous les deux, un peu comme ça tous les deux, et on se disait, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe là? Puis moi, à un moment donné, j'ai pris conscience, mais on anime ce soir un webinaire sur cette thématique-là. Et à chaque fois qu'on anime un webinaire sur une thématique, on vit dans les heures qui précèdent vraiment la charge émotionnelle. On avait fait un webinaire sur le couple il y a quelques mois, et bon, on s'était frité un peu quelques heures avant. Donc là, en fait, on était tous les deux un peu surchargés cet après-midi, et à un moment donné, donc j'ai pratiqué cet exercice tout simple que l'on présente dans notre livre, qui consiste à regarder l'espace autour de nous. C'est un truc bateau quoi, qui ne consiste pas à comme chercher une ressource. C'est juste, on regarde l'espace autour de nous et on va chercher 10 objets qui ont une certaine couleur et on les nomme. 1, le rideau, 2, le livre, 3, la cafetière, avec la couleur, par exemple, rouge ou rose. Bon, voilà juste un exemple très concret d'exercice pour que vous vous représentiez qu'est-ce que peuvent être ces pratiques qui vont nous permettre en fait de réguler notre système nerveux pour nous ramener dans la présence, mais sans avoir l'intention de nous ramener dans la présence. Parce que ça, c'est juste pas accessible. Donc on a des exercices comme ça qui vont pouvoir nous aider, et puis chacun de nous peut aussi imaginer ses propres exercices, ses propres pratiques, qui vont nous ramener dans le moment présent, parce que sinon on est dans le passé, on a 2 ans, on a 3 jours, en train de vivre l'angoisse. Ça, c'est notre chat qui a besoin de sortir. Donc, soit on peut accéder à ces exercices dans les moments de superactivation ou de coupure, et puis on a aussi des exercices au quotidien, comme une hygiène de vie, comme se laver les dents ou se prendre une douche. Eh bien, des exercices que l'on peut répéter, pratiquer régulièrement, et qui vont, eux, petit à petit, amener de la ressource. Par exemple, se connecter à un moment de notre histoire. Bon, ça, c'est des choses qu'on connaît, mais qu'on ne pratique pas forcément. Un moment de notre vie qui a été vraiment un moment où on s'est vraiment senti super bien. Et prendre le temps de sentir l'air sur notre peau à ce moment-là, puis d'écouter c'était quoi les sons qui étaient autour, et vraiment plonger notre corps, nos sens dans ce moment ressource. Et de pratiquer ça régulièrement, et bon, il y a plein de types d'exercices qui peuvent nous aider, vont nous permettre petit à petit de gérer ces surcharges. Voilà, pour faire face. Ensuite, quand ça sera un moment où il y aura potentiellement quelque chose qui se présenterait, eh ben, on est plus capable, là il y a comme plus d'espace, on est plus capable de gérer la situation. Et du coup, moi, je serais curieuse de savoir jusqu'à présent, par rapport à tout ce que vous avez écouté, est-ce que vous avez déjà des questions, voilà, des témoignages, même si pour faire un témoignage par écrit, c'est pas évident, mais voilà, est-ce que vous avez des choses que vous aimeriez partager? Donc voilà, Sandra, vous dites que ça va être super d'utiliser ces exercices dans votre travail avec les enfants et les ados. Ah oui, alors ça marche juste du tonnerre. Effectivement, beaucoup des exercices qu'on a mis, donc pratiquement tous, je pense, il n'y a pas des exercices interdits au moins de 18 ans, sont extrêmement utiles. Et oui, avec les enfants, ça marche tellement bien parce qu'ils n'ont pas genre d'arrière-pensée comme nous qui nous arrêtons à dire non, cela n'est plus de mon âge de regarder des couleurs autour de moi. Donc, c'est vraiment très, très utile. Il y en a un qui est juste trop simple, trop chou. J'ai utilisé le mot d'une personne que j'accompagne qui dit c'est très pilou-pilou. J'adore ça. C'est très pilou-pilou. C'est de prendre une couverture
C'est l'exercice de la couverture magique, c'est de prendre la couverture et la mettre sur soi, en fait, en imaginant que c'est comme une caverne magique qui va venir amener toute la protection, la sécurité, et juste de se blottir dans cette caverne douce, couverture délicieuse. T'as raison. Voilà. Bon, je te laisse, Carole. À plus tard. Voilà. C'est vraiment quelque chose, tu nous diras ce que ça te fait. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très agréable. Donc oui, espérons, Sandra, que ça puisse vous aider. Est-ce que vous avez des questions, peut-être des choses précises en fait qui vous voilà, qui vous interrogent par rapport à ce qu'on vous dit ce soir, en partant de votre expérience très concrète? Oui, donc Marie-Laure, vous découvrez qu'il n'y a plus à vous forcer en tout cas. Ça, c'est chouette, c'est une belle prise de conscience parce qu'on a à l'intérieur de nous, ça sera certainement l'objet d'une autre conférence, on a à l'intérieur de nous différentes parties et certaines de nos parties ont pour objectif de nous protéger. Toutes nos parties ont l'objectif de prendre soin de nous, de nous protéger, mais si certaines se prennent comme un manche, bon, elles font comme elles peuvent, bien sûr, avec les ressources qu'elles ont. Et on a tous à l'intérieur de nous, je pense que vous partagez avec nous, les voix qui disent allez, vas-y, fais-le, fais un effort, c'est pas assez, il est temps de. Et puis souvent, ce sont ces voix-là qui ont des agendas bien précis, qui veulent notre bien et qui nous disent bon, il faudrait que tu fasses de la méditation. T'écoutes pas assez de musique classique, celle-là, je l'ai entendue aussi, je l'adore. Et voilà, donc c'est bon de voir qu'il y a ces voix-là qui nous disent bon, il faut y aller, c'est très bien, elles sont les bienvenues. Mais comme disait Nicolas, c'est pas depuis cet endroit on va venir à la rencontre de cette présence. C'est pas par la force de l'effort. Alors, pas de questions. Vous êtes timide ou tout va bien pour vous? Alors, quel exercice vous vient à l'esprit quand on se sent déconnecté à la réalité, à part citer les objets? Alors, bon, tu en as? Alors, souvent, moi, je suis une grande adepte de la déconnexion, la dissociation, comme on pourrait appeler aussi. Et il y a certains exercices qui peuvent marcher très bien. Alors, je vais en nommer deux. Deux ou trois, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, voilà, je vous invite évidemment vivement à vous procurer notre livre parce que il y a une cinquantaine d'exercices. Donc, vraiment, c'est truffé de pratiques et d'exercices. Mais il y en a un qui moi, m'aide beaucoup quand je pars, en fait, quand je pars vraiment. Bon, il y a celui de ce qu'on appelle un exercice d'orientation qui est de regarder autour de soi. Mais un exercice qui est tout simple et qui aide beaucoup, c'est par exemple de taper sur ses mains, de frotter dessus et puis de souffler dessus comme si on allait allumer un feu, en fait. D'ailleurs, je crois que celui-là, il n'est même pas dans le livre. Donc, vous l'avez en prime time extraordinaire, unique de ce webinaire. Donc, et puis, vous soufflez. Vous faites ça plusieurs fois. Et une fois que vous avez suffisamment soufflé et fait ça, vous pouvez choisir de mettre toute l'énergie que vous avez créée en frottant. Vous pouvez la mettre sur une partie de votre corps, si vous voulez, là où ça vous fait du bien. Ou vous pouvez juste faire comme ça, comme vous la débarrassez. Donc ça, c'est un exercice qui marche très bien. Puis un autre exercice, parce que souvent, quand on est dissocié ou quand on est un peu à côté de ses pompes, on a perdu le fil, on est en dehors de son corps, en fait, très, très fortement. Donc, ce qui peut marcher très, très bien, c'est de faire des petits tac, 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 tac avec les pieds, en fait. De vraiment aller comme si on courait, mais assis, ça peut être assis. Et puis, de faire de plus en plus vite et aussi de frotter ses mollets, frotter ses genoux. On peut aussi frotter son corps, etc. Et puis, on peut bouger aussi les fesses sur le siège si on est assis. Et après avoir fait tous ces mouvements, juste s'arrêter d'un coup et sentir comment est-ce qu'on sent le poids de son corps, en fait, sur la chaise, le poids de ses pieds, comment les pieds rentrent en contact avec le sol et comment à la fois le sol rentre en contact avec nos pieds. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais c'est vraiment pas rien de se rendre compte qu'à la fois
mes pieds viennent rencontrer le sol et le sol vient rencontrer mes pieds. Il y a une rencontre qui se fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très, très utile. Bon, en tout cas, ça marche très bien pour moi et pour les personnes que j'accompagne. Alors, tu as envie de Hmm. lire? Eh ben, je vais répondre déjà à Delphine. Alors, je ne sais pas si je vais répondre à ta question concernant sortir de cette croyance, mais en tout cas, voilà, tu nous dis quand que tu n'as pas envie de perdre ton temps et de tout faire vite pour terminer, tu sens vraiment que tu ne sais pas profiter de l'instant. Voilà, j'en ai pris conscience, mais j'arrive pas à m'en défaire. Ça me parle vraiment parce que c'est précisément ce qui s'est passé pour moi tout à l'heure, où j'avais comme 1 milliard de trucs que je croyais absolument nécessaire de terminer. Donc pendant un certain temps, je me suis acharné à vouloir faire un certain nombre de choses, répondre à des emails, renvoyer des messages à des clients. Enfin bon, il s'est passé un long moment où je me suis un peu acharné à tout ça. Et puis, à un moment donné, avec Carole, on s'est posé et on a, comment tu avais appelé ça? Vider son sac. Vider son sac. Donc, on a pris un papier et on a juste écrit toutes les choses qui sont en cours, qu'on n'a pas fixées, qui ne sont pas encore terminées. Un peu comme la to-do list, mais ce n'est pas une to-do list dans le but de faire ces choses-là plus tard. C'est juste se décharger la mémoire de travail qui est là et de les mettre sur le papier. Et quand on a fait ça, mais on n'a pas fait le quart des trucs qui sont encore à terminer, mais juste déjà l'intention même de prendre un stylo et de le faire, déjà ça nous a tous les deux fait comme ça, juste l'intention de faire la pratique. Et puis le fait de marquer deux, trois trucs, ça nous a fait comme descendre en dessous du seuil de comme ça. Donc, c'est pas vraiment une question pratique que tu nous poses là, Delphine, mais par contre, j'y réponds de manière très concrète. C'est-à-dire que vraiment en faisant des choses très concrètes sur le moment, que ça soit quelque chose qui n'a rien à voir, comme les exercices que Carole vous a évoqués juste avant, euh, ou par exemple, là c'est associé, en marquant toutes ces choses que l'on a l'intention de terminer mais qui nous prennent la tête, en les marquant et en les sortant quelque part de nous, de ce truc qui tourne en rond, bah voilà, ça permet concrètement de nous décharger. Donc je ne sais pas si ça répond à ta question, Delphine. En tout cas, moi je ne crois pas qu'on puisse sortir d'une croyance par le monde de la pensée, en fait. C'est plutôt en ayant une prise de conscience, on ne peut pas vraiment provoquer une prise de conscience, elle vient ou elle ne vient pas. Par contre, en faisant quelque chose, éventuellement, on va comme changer de niveau, en fin de compte. Et peut-être juste pour Oui. compléter ce que dit Nicolas, quand on est dans l'urgence, quand on est dans la hâte, c'est souvent la signature d'une activation d'une charge du passé, d'une charge traumatique. Et donc, vous mettez, je ne sais pas profiter de l'instant, mais comment serait-il possible de profiter de l'instant à ce moment-là, puisque c'est le passé qui est activé aujourd'hui dans le présent. Donc, ce que j'ai envie de dire par là, c'est que pour moi, ce que vous décrivez, ça goûte pas forcément comme une croyance dans mon prisme. Pour moi, c'est tout simplement quand on est en mode vite, 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 il faut que je me dépêche, j'ai pas le choix, je vais pas y arriver et à la fois, je peux pas m'arrêter. Ça, c'est toujours signé en bas de page, signé trauma, signé ou blessure du passé ou signé quelque chose resté non traité dans le passé qui se rejoue aujourd'hui. Donc, juste pour vous dire, en fait, si vous n'arrivez pas à profiter de l'instant, genre, c'est Normal. normal. C'est normal. C'est pouf. C'est juste un vieux disque, en fait, qui se rejoue. Et ça demande, voilà, de prendre soin de ça. Et puis, toutes les ressources, les exercices de ressources, créer un petit peu d'espace. Et quand on recrée de l'espace, l'instant redevient accessible. Mais juste pour vous dire que, voilà, quand on est dans ce mode-là, et nous, on est bien placé, parce qu'on le connaît très bien, c'est qu'on n'est pas dans l'instant. C'est
on n'est vraiment pas dans l'instant. Donc, on ne peut pas en profiter puisqu'on n'y est pas. C'est Mm. quand on est dans l'instant, on en profite naturellement. Ce n'est pas un Mm. problème. Oui. Et c'est quelque part notre état naturel, précisément, d'être, quand on est dans l'instant, d'être dans la sensibilité, la créativité, la joie. En fait, ça, c'est notre état de base, en réalité, qu'on connaît malheureusement, pour la plupart d'entre nous, pas très souvent, en fait, dans nos vies, parce qu'on est comme sans arrêt dans le passé, dans le futur, ou dans la tête, ou ailleurs que dans cette présence. Mais finalement, en profiter, c'est ce qui se passe quand on n'est juste pas en train de gérer tout ce merdier avec lequel on se balade. Donc ça, il n'y a pas besoin de faire quelque chose pour trouver ça. Plutôt essayer de gérer notre charge, de gérer le petit à l'intérieur de nous, le petit Nicolas pour moi. Euh, Quelque part, c'est ce que je disais à une de mes patientes ce matin. C'est au moment où on est dans ce stress, et moi-même, j'ai pas su le faire pendant de longues minutes tout à l'heure. Donc, on n'est pas en train de vous donner des leçons, on est juste en train de témoigner quelque part de nos recherches et de notre expérience. Mais ce que je disais à ma patiente ce matin, c'est au moment où la chose se met en scène, qu'on on commence un peu à dérailler, à être stressé, en fin de compte, ce qu'il faudrait faire idéalement, c'est juste s'arrêter en fait. Juste arrêter tout, parce que toutes les minutes qui vont s'écouler pendant ce stress, en train de faire des choses dans le monde extérieur, finalement, on va perdre du temps, on va faire des conneries éventuellement. Enfin, ça va pas être une bonne idée. En fin de compte, tout ce qu'on est en train de faire, ça va pas avoir des bonnes conséquences. On devrait juste s'arrêter. Et quelque part, ce que je disais à ma patiente, je disais, en fait, il faudrait se retourner là, arrêter avec le monde extérieur, comme se retourner symboliquement, mais aussi peut-être, je ne vais pas le faire parce que sinon vous n'allez pas m'entendre, éventuellement physiquement, et s'occuper de notre petit à l'intérieur du petit Nicolas pour moi. Ah, juste au moment où on prend conscience qu'il y a ce stress, c'est genre, ah Nicolas, t'es en panique là, t'es complètement submergé. Ah, ok, j'entends ça. Quelque chose comme ça, une sorte de dialogue intérieur où on va être en capacité de juste waouh, réaliser que waouh, c'est too much là, c'est vraiment trop. Et si c'est pas possible de faire ça, bah, on peut faire tous ces exercices qui nous permettent de revenir un petit peu dans le présent. Voilà. Hmm. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que ça fait jaillir? Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Oui, Peut-être que vous avez des choses, des témoignages. En tout cas, on a vraiment envie de vous laisser aussi la parole, même si c'est une parole écrite. On a à cœur de vous entendre et on est là pour aussi répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas. bon. Peut-être ça fait beaucoup d'informations aussi à traiter, peut-être plein de connexions qui sont en train de se faire. Alors, Hmm. Clémence nous dit, est-ce qu'il y a des exercices faisables même quand on est en groupe avec pas forcément la possibilité ou l'envie de s'isoler pour réguler? En mode incognito, c'est trop bien cette question. Tu veux répondre? Hmm. Je ne sais pas si j'aurais une idée d'exercice ou de pratique. Je sais que moi, ce qui m'aide quand je suis comme ça submergé dans un groupe, enfin, avec d'autres, c'est vraiment ce contact avec mon corps. C'est-à-dire vraiment être à l'écoute de ce qui se passe dans l'instant avec mon corps. C'est pas vraiment une pratique et ça peut être difficile à ce moment-là. Je ne sais pas si pour toi, Clémence, ça peut être une bonne idée de faire ça ou une ressource pour toi. Pour moi, c'est vraiment ça qui se passe. C'est juste de revenir. Quand je dis avec mon corps, c'est vraiment avec mes appuis sur le sol, de sentir que, ok, je suis là, je suis dans cet espace, sentir le poids, sentir la terre sous mes pieds, sentir que en fait, je peux être soutenu par la terre. J'ai pas besoin de faire quelque chose. Comme je suis là en train de être en panique, c'est ok. Je continue d'être soutenu par la terre, comme de trouver des appuis dans
l'espace aussi. Moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est la conscience de l'espace, vraiment comme la distance entre mon corps et les murs ou le volume de l'espace si je suis dehors, les arbres ou quoi, ou les immeubles. C'est de sentir vraiment l'espace, la terre, l'air qui me rencontre. C'est vraiment cette conscience du corps qui m'aide beaucoup. Mais je sais pas, ça peut aussi, voilà, nous attirer à avoir comme encore plus conscience de l'angoisse, et ça peut aussi être contre-productif dans certains cas. Qu'est-ce que tu aurais, toi, comme idée, Carole? Mm. Oui, ben, je dirais que ça dépend beaucoup de comment on est submergé chacun et on peut avoir comme différentes manières de se ressourcer. Moi, je sais que tout ce qui est en lien avec le contact, reprendre contact avec le monde extérieur m'aide beaucoup. Euh, Parce que c'est précisément quand je suis en mode, il y a une pensée qui s'active ou une angoisse qui monte, etc., qui peut arriver en groupe, et je reste comme buggée dessus. Et donc, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, l'histoire ça, on peut le faire tout à fait en silence, on n'est pas obligé de dire à voix haute les chiffres et pour dire chaque couleur, voilà, le pull de mon voisin en face, etc. On peut le faire à l'intérieur de soi. Donc ça, le fait de regarder autour de soi, en fait, ce qu'on disait, c'est qui s'appelle les exercices d'orientation. Ça, on peut le faire très discrètement. Il s'agit de Oui, c'est ça. bouger vraiment le buste et de re-regarder l'environnement. Et ça, c'est purement quelque chose, une réaction animale, en fait, quand on regarde, je ne sais pas, un troupeau de gazelles qui sont en train de boire de l'eau à la rivière. À ce moment-là, si elles écoutent un bruit, elles vont toutes tourner la tête, vous voyez? Il y a d'abord les oreilles qui vont tourner un peu comme ça, et puis elles vont se retourner pour chercher s'il y a un danger. Et si elles vérifient qu'il n'y a pas de danger, alors à ce moment-là, elles se remettent à boire de l'eau, il n'y a pas de souci en fait. Et pareil, quand nous, on actionne, on bouge notre corps, mais ça fait que notre cerveau reptilien, qui est celui qui régule notre système nerveux autonome, etc., va voir concrètement qu'il n'y a pas de signaux de danger et va pouvoir baisser en intensité. Donc après, on peut multiplier ça à l'infini. On peut se dire, tiens, je vais chercher combien pendant l'hiver ont des coups de tortue, on dit pas ça? Non, les pulls là comme ça, Col les roulé. cols roulés, voilà. Les cols roulés, ou combien de gens ont des lunettes, ou combien de gens ont les jambes croisées. Et donc, on se donne comme ça des micro-défis de compter le plus de je sais pas quoi, ou le plus vite possible, ou le plus lentement possible. Donc, tous ces petits défis qu'on peut se donner en cherchant des repères dans l'environnement calment directement le système nerveux parce que indirectement, ça amène l'information je suis en sécurité. Et quelque chose qui est indispensable de savoir, c'est que ça sert à rien de se répéter je suis en sécurité parce on ne convainc pas un système nerveux, ça ne marche pas. C'est en obtenant des clés ou des indices de sécurité qui sont purement très, très matériels que le système nerveux va se calmer. Donc, tout ce qui est en lien avec l'environnement est très, très pratique. Je cherchais des exercices dans notre livre pour répondre à cette question, Clémence, et je pense à cet exercice, je deviens celui que j'admire. Eh bien, dans une situation donnée où je suis submergé avec d'autres personnes, tu sais, je me dis, tiens, comment ferait, et c'est vrai que moi je pratique ça souvent en réalité, je n'avais pas pensé. Donc moi j'ai ma propre personne ressource qui est mon maître, que j'imagine dans la situation. Je me dis, tiens, comment se comporterait telle personne? Voilà. Comment se comporterait-il ou elle dans ma situation de maintenant? Et juste se connecter avec cette personne que l'on admire, qui pour nous a des qualités, des compétences qui pourraient être voilà, adaptées, ajustées à la situation. Juste je me connecte par l'intention à cette personne et tiens, comment il se tiendrait dans sa posture? Ce serait quoi sa façon de se tenir? Moi, je vois que juste la posture, me relier à une personne que j'admire, et de me relier à la posture que j'imagine qu'il aurait, mais déjà, c'est incroyable la ressource que ça m'apporte. Juste ça. Donc voilà une clé. Bon, mon lieu ressource, c'est pas Non, forcément ça une bonne marche idée à pas ce trop. moment-là. Non, c'était quoi le... Voilà, alors voilà une réponse Clémence. Je vois qu'il y a d'autres messages. Oui, quand Delphine, tu disais quand tu es déconnecté de toi-même ou que tu as des émotions très fortes, tu sais pas si ça peut venir de toi ou des autres. La première chose que j'aurais envie de te dire, c'est pas important en fait. C'est pas essentiel de savoir si ça vient de toi ou des autres. Ce qui est plus essentiel dans l'instant, c'est
est-ce que je peux être en train d'accueillir ce qui est en train de venir? Que ça vienne de l'autre ou que ça vienne de moi, est-ce que je peux juste offrir un espace d'accueil où précisément je n'ai pas à faire, j'ai pas à répondre, j'ai pas à donner une solution, à faire quelque chose, à trouver une astuce ou une solution à un problème. En fait, il n'y a pas de problème. Il y a un ressenti, il y a un affect, il y a quelque chose que j'éprouve à l'intérieur de moi, que ça vienne de moi ou de l'autre par empathie, peu importe en fin de compte. C'est en moi que je le vis ou c'est dans mon champ énergétique que nous partageons tous. Et bien là, est-ce que je peux juste être en présence, respirer avec, être avec cela que j'éprouve? Et ça, c'est quelque part la meilleure solution parce que, in fine, c'est ça que nous sommes appelés à faire, c'est-à-dire ne pas faire, mais être avec. Et si je suis avec, ça va abaisser en fin de compte le niveau de stress parce que précisément, je ne suis pas en train d'exiger de moi quoi que ce soit. Je suis juste en train d'être avec. Je ne me demande rien à ce moment-là. Voilà, donc ça, c'est pour moi peut-être la chose la plus importante. Mm. Et peut-être juste pour compléter, j'entends aussi votre demande, Delphine, où vous dites que vous aimeriez faire la distinction, en fait, que c'est pas toujours facile de savoir ben, est-ce que ça m'appartient pas. Je rejoins Nicolas dans le fait que, bon, finalement, c'est là et qu'est-ce que je peux en faire? Et je connais aussi le truc de, Hmm. ben oui, mais genre, ben, j'ai l'impression d'être en train de surcapter ou de capter tout le temps les trucs du voisin, de la voisine, de machin. C'est à moi, c'est à lui, c'est à qui, c'est comment, qu'est-ce qu'on c'est pas agréable. Et précisément, dans le livre, on a écrit un exercice aussi qui s'appelle Ici, c'est chez moi. Hmm. Et dans cet exercice, vraiment qui est très, très utile, c'est un exercice qui nous aide à délimiter de manière pratique, hein, physique, nos limites et apprendre à sentir c'est quoi mes limites en fait. Et à voir qu'il y a un dedans, dans Hmm. ma sphère, mon espace, et un dehors. Et de faire cet exercice-là, on ne va pas tout vous le décrire parce que ça serait trop long, mais de faire tout cet exercice-là en présence d'une autre personne qu'on va pouvoir inviter à se rapprocher plus ou moins de notre espace pour sentir et voir comment cela nous affecte, etc. C'est un exercice très puissant pour apprendre à commencer à Percevoir. sentir nos limites, en fait, parce que quand on est mélangé un petit peu avec les autres, c'est que nos frontières, elles sont un petit peu trop poreuses. Et alors, c'est chouette de pouvoir ressentir et de pouvoir être en lien. Le problème, c'est quand c'est trop mélangé et qu'on ne sait pas qui est quoi et où. Et donc, c'est important de pouvoir savoir c'est quoi. Mon premier contenant, c'est évidemment mon corps, mais parfois, même être en lien avec le corps contenant est trop, trop difficile, en fait. Donc, ben, on peut commencer par des frontières un petit peu plus extérieures, qu'on peut travailler dessus, etc. Donc voilà, dans le livre, on Hmm. parle aussi de ça, Hmm. Delphine. Mm. Mais c'est une vraie question et c'est pas toujours confortable, Hmm. effectivement. C'est un enjeu de Ouais. travailler sur ces Et ça prend frontières. du temps, en fait, c'est Mm. normal aussi. Ça prend beaucoup de temps. Moi, je me souviens, il y a des années que des amis à moi me disaient, mais Nicolas, tu te rends pas compte, les gens se branchent comme sur toi. Ça me fait rire parce que Sandra, tu évoques aussi l'histoire de prise de courant. On me disait, mais on se branche sur toi et tu sens pas que les personnes peuvent se brancher sur toi. Et moi, je sentais pas ça et je me sentais comme fatigué, vidé de mon énergie au bout de quelques temps. Et puis c'est que avec tout le travail que j'ai pu faire sur moi, avec le temps, que j'ai pu développer cette sensibilité pour sentir ce qui se passe dans l'interaction avec les autres. Donc ça prend aussi du temps, pas pour vous décourager, mais juste aussi être dans cette conscience que il n'y a pas de baguettes magiques qui vont révolutionner tout en 5 minutes ou en pratiquant quelquefois des exercices. C'est aussi un engagement au quotidien, renouvelé, Mm. un engagement de vie que de décider, en fin de compte, de se transformer, Mm. d'être en conscience, de vivre notre vie éveillée, quoi. Bon, ça demande du courage, effectivement, et c'est Mm. pas facile. Oui, et il y a aussi une autre dimension qui me vient en écoutant Nicolas, c'est que en réalité, quand on a évolué en étant surcaptant, y compris en étant en train de
percevoir très finement les autres, les gens, c'est aussi un mode opératoire qui s'est mis en place Mmh. parfois depuis notre toute petite enfance pour apprendre à savoir ce dont l'autre a besoin Mmh. pour pouvoir Je vois ce plaire, pour voilà, pouvoir oui. faire plaisir et pour soit éviter des réprimandes, soit éviter d'être maltraité, ou pour essayer d'obtenir un tout petit peu d'attention, etc. Donc, c'est peut-être pas exactement ça votre histoire, mais bon, il y a une bonne raison, en tout cas, c'est ce que j'essaie Mmh. de dire, pour que ce mélangeage avec les autres se soit mis en place. Donc, il est aussi important, avant de vouloir nous défaire de ce mécanisme-là, euh, d'honorer, d'honorer cette réponse, d'honorer tiens, je suis mélangée avec les autres, ça me permet d'être très à l'écoute de ce que chacun vit, sent et pressent, et du coup, même je vais être capable d'anticiper leurs besoins, de faire avant eux, etc. Mais ça m'a sûrement permis de survivre, en fait. Mmh. Ça a sûrement permis que je sois encore là aujourd'hui, parce que c'était ce qui était nécessaire et indispensable. En tout cas, c'est ce que mon, mon- mon être et mon système nerveux a pu construire de plus intelligent pour que je puisse obtenir le plus d'amour possible, ou du moins le moins de non-amour possible, et pour être parmi nous aujourd'hui. Donc là, ici, maintenant, j'ai envie d'honorer, Delphine, votre mélangeage avec les autres. Et même si c'est pas confort et qu'on a envie de faire évoluer ça, et c'est tout à fait sain et OK. Mais en premier lieu, c'est aussi de prendre le temps d'honorer tous ces mécanismes, toutes ces choses, toutes ces réponses. Parfois, on peut détester très fort, en fait. Le fait de se dire, tiens, je me déteste quand je suis en mode rush, et puis vite, 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 je veux faire les choses dont on parlait tout à l'heure, ou le fait d'être mélangé avec les autres, ou le fait de ne pas être bien avec les autres en groupe, etc. Mais toutes ces choses-là, toutes les choses qu'on vit et pour lesquelles on ressent de la honte, mais ce sont des choses qui nous ont sauvé la peau. Mais vraiment, quoi. Donc, si on peut juste prendre quelques instants pour Mmh. voir ça, même si on ne peut pas encore aimer ces parties-là de nous, ben, c'est Mmh. pas non plus en 5 minutes que ça peut se faire, mais juste de dire, tiens, Mmh. ce que j'aime pas trop de moi, comment ça a pu me sauver la peau là? Mmh. Genre, dans l'absolu. Mmh. Oui, on arrive à la fin de notre rencontre et moi, ce que j'aurais comme envie de laisser comme message finalement, c'est petit à petit d'avoir, comme beaucoup de tendresse, en fait, pour nous-mêmes. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça qui m'aide le plus, c'est c'est avoir quelque part beaucoup d'humilité aussi et de tendresse avec moi-même. Toutes ces parts, tous ces endroits qui sont, dysfonctionnels, qui surréagissent ou qui, sont merdiques apparemment comme ça par moment, bah, en fait, c'est toujours la meilleure façon ou la moins mauvaise façon qu'on a eu de faire les choses à un moment donné. Quelque part, la vie, elle est intelligente, elle est juste complexe et on ne sait pas que dans une situation donnée, beh, c'est toujours la moins mauvaise ou la meilleure solution qui est sélectionnée, du fait de toutes les contraintes auxquelles nous devons faire face. Il y a plein de contraintes, il y a plein de paramètres qui sont en grande partie inconscients et ce qui se passe, c'est toujours la meilleure chose qu'on puisse faire. On peut pas dire que la vie, elle est pas intelligente. La vie, à l'intérieur de nous, elle est juste la pure intelligence. C'est juste 13,7 milliards d'années d'évolution de la vie, ou la vie avec un grand V, parce que ça fait que 4 milliards d'années qu'il y a de la vie sur Terre. Mais en tout cas, voilà, qu'il y a cette conscience qui évolue à travers nous et qu'il n'y a pas de bug, il n'y a pas d'erreur. Il y a juste des programmes qui sont, bah, plus tout à fait adaptés avec la situation actuelle. Mais la première chose à faire, c'est justement de les accueillir au présent. Si je les accueille pas au présent, ils vont juste se remettre en place demain. Donc la première chose que je peux faire, c'est juste, OK, accuser réception que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. M'arrêter, voir, prendre le temps d'accueillir ça, me remercier ou juste, si je peux pas encore me remercier, peut-être être un peu en amitié avec moi, être un peu faire équipe avec moi-même, commencer à comprendre et puis faire équipe avec moi-même. Pour arrêter d'en rajouter par-dessus, de rajouter de l'huile sur le feu en me jugeant. Et juste voir que, bah, je fais au mieux maintenant
et d'accepter comme de recevoir aussi, comme l'aide, en fin de compte, qui, par la présence, je resterai là-dessus, a envie de s'inviter en moi. Cette aide qui a envie de me parvenir. La présence a envie de m'envelopper, de me soutenir. La vie a envie de m'aider là maintenant. Et pour ce faire, bah, il s'agit que je reçoive. Et pour recevoir, il s'agit comme d'arrêter de faire. Hmm. Et peut-être juste aussi pour terminer, donc on a écrit ce merveilleusissime livre, C'est trop fort. Vraiment, on vous invite à découvrir, à éplucher, à revoir. Hier, on faisait une réunion avec la maison d'édition et l'équipe, et ils nous disaient voilà, qu'ils avaient vraiment senti que c'était un manuel à avoir à côté sur sa table de nuit pour revenir encore et encore sur les exercices. Et donc, ben, on a à cœur, en fait, que vous puissiez avoir, vous, accès à toutes ces choses-là. Et si par hasard, vous êtes un peu comme nous, c'est-à-dire que nous, on est très fort pour inventer des exercices, hein, on est vraiment super fort. Mais parfois, quand on lit des livres où on nous donne des exercices à faire, ben, on les fait pas. Pas trop, genre. On les lit, on fait la moitié du premier exercice parce qu'on est de bonne volonté et puis on fait rien d'autre. Donc, peut-être que vous n'êtes pas comme nous. Et ça, c'est une chose merveilleuse et que vous faites les exercices et ce sera trop bien. Si jamais vous fonctionnez un petit peu comme nous, bah, on a aussi réfléchi, on s'est dit comment on peut faire pour soutenir les gens dans leur envie et dans leur engagement et dans voilà, leur volonté de prendre soin d'eux de cette manière, en créant de la ressource et en se reconnectant à l'instant présent. Et on s'est dit, bon, ben, tu sais quoi, on va créer une formation en ligne et que dans cette formation en ligne, ben, avec des vidéos, des méditations et des exercices aussi, mais présentés d'une autre manière, beaucoup plus digérée, beaucoup plus pas à pas, etc. Bah, comme ça, les gens qui auront un peu de mal à faire des exercices ben, pourront vraiment être accompagnés pas à pas pour déjà beaucoup mieux comprendre le fonctionnement de leur monde intérieur et voir que c'est d'ailleurs le titre de la formation en ligne, que tout est déjà là, tout est là. Et donc, on a créé cette formation en ligne, vous pouvez la découvrir sur notre site, tout comme l'accès à notre livre C'est trop fort, ça s'appelle, la formation en ligne s'appelle Tout est là, et le site c'est corpsam.fr. Et bah, on a fait un truc de ouf, c'est qu'on a créé l'introduction, le premier module, on a décidé de le faire gratuitement en fait, parce que ça nous tenait vraiment à cœur au moins que les éléments de base voilà, de compréhension de notre monde intérieur puissent être accessibles à tous. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, c'est gratuit, c'est pour vous, c'est fait avec amour, il y a une vidéo et une méditation guidée, et si vous vous sentez appelé, vous pourrez rejoindre aussi l'ensemble de la formation en ligne qui est également disponible, qui s'appelle aussi Tout est là et qui est payante et pour laquelle vous allez faire un parcours juste trop, trop bien et qui vous donnera vraiment plein, plein, plein d'outils et de ressources et d'engagement, je pense, pour pouvoir euh, faire les exercices et suivre le livre avec beaucoup, beaucoup voilà, de justesse et d'entrain. Voilà, très cher Hmm. spectateur. Merci beaucoup d'avoir été là avec Merci nous. pour votre attention. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de soirée et bon, peut-être à une prochaine. Maintenant que vous vous êtes inscrit pour ce webinaire, vous allez recevoir des infos de notre part par newsletter. Vous pourrez vous désinscrire si vous êtes plus intéressé, mais avec plaisir de vous accompagner, de vous partager nos découvertes, nos recherches à d'autres occasions. Oui, et aussi si vous suivez la formation en ligne ou si vous lisez le livre, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot, un petit commentaire, ça nous fera vraiment plaisir. Et si vous êtes genre inscrit à des sites genre Fnac, je ne nommerai pas d'autres sites, mais bon voilà, si vous avez envie de laisser un commentaire du livre sur ces sites publics, c'est une grande aide pour nous. Donc merci à vous si c'est possible de laisser un petit commentaire aussi dans ces sites-là si vous avez des comptes par-ci, par-là. Voilà. Donc, merci à vous pour votre soutien, pour votre présence et d'être qui vous êtes. Bonne fin de soirée à vous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.